Suite à toutes ces explications sur l'impact des violences sexuelles sur la santé, comment les professionnels de santé répondent en fait à cette urgence. Donc je vous propose de vous présenter le volet prise en charge par les professionnels de santé selon les réponses de ce questionnaire. Alors schématiquement, les réponses du questionnaire s'articulaient en 3 parties par rapport à cette prise en charge. D'abord la prise en charge en urgence et les soins immédiats après les violences. Le suivi médical et psychologique, donc à distance des violences, les psychothérapies, les traitements médicamenteux, les hospitalisations. Et puis enfin, en 3e partie, ce qui va conclure ma présentation, les souhaits et les propositions des personnes interrogées donc, dans ce questionnaire quant à la prise en charge médicale et psychologique. Donc tout d'abord, la prise en charge en urgence. Déjà constat très préoccupant, elle est loin d'avoir été systématique selon les réponses. 3/4 des personnes interrogées n'ont reçu aucune prise en charge médicale rapide après les violences. 22% des personnes n'ont pas pu bénéficier de soins immédiats après les violences. C'est pourtant très dommageable parce que plus on prend en charge précocement les victimes et moins on aura de chance pour elles de développer un état de stress post-traumatique dans l'avenir. Pire encore, 31% des personnes estiment que les soins étaient insuffisants, voire maltraitants. Un mauvais accueil, des propos incohérents, des propos inappropriés ont été une seconde violence pour les victimes, et que ce soit de la part de médecins urgentistes, de médecins généralistes, de psychiatres ou de gynécologues. Le mauvais accueil donc est souvent relevé, la nudité, la longue attente sont dénoncées dans la réponse. Seuls 19% des personnes estiment également avoir été crues, c'est-à-dire que pour 80% des cas, la parole a été mise en doute. Une des personnes nous dit « Je suis restée nue, juste vêtue d'une culotte, toute seule pendant un très longtemps dans ce box, j'étais gelée et terrorisée. » Les soins d'urgence sont nécessaires et capitaux, mais aussi humiliants. Observation du corps nu, prélèvement, photos, mesure des blessures. Une autre personne nous parle même d'autopsie du vivant. Je n'ai vu aucun psychologue, on m'a ni soutenu ni orienté vers quelqu'un d'autre ou vers une association, on m'a juste renvoyée chez moi, renvoyée donc à la solitude. Et les examens et les soins proposés en urgence se révèlent incomplets. Pourtant ces soins sont évidemment capitaux. C'est le moment d'examiner la victime, c'est le moment de lui délivrer une ordonnance, de lui délivrer un arrêt de travail, de lui délivrer une contraception d'urgence le cas échéant, de lui délivrer un traitement contre le sida, contre des maladies sexuellement transmissibles éventuelles, ou en tout cas de les dépister, et puis de délivrer un certificat médico-légal pour appuyer des démarches judiciaires. Or, vous le voyez, quelques exemples dans le tableau que je vous propose, ces examens sont loin d'être systématiques. Seuls 18% des personnes prises en charge en urgence ont été examinées. Pour les personnes qui ont été victimes de viol, seuls 19% ont reçu une prévention du virus du sida. 16% pour les maladies sexuellement transmissibles et 16% seulement ont reçu une contraception d'urgence. Le certificat médical n'a été délivré que dans 1 cas sur 10. Les explications sur les droits et les démarches judiciaires, donc essentielles pour savoir vers qui se tourner ensuite, n'ont été délivrées que dans 7% des cas. Et en ce qui concerne le danger létal, en ce qui concerne la dangerosité, les idées suicidaires ne sont recherchées que dans 5% des cas. Et une question sur le danger encouru, par exemple en retournant à domicile, n'est posée que dans 3% des cas. En dehors de la prise en charge en urgence, on peut s'intéresser maintenant au suivi médical et psychologique. Donc nous sommes à distance maintenant des événements. Évidemment, comme le rappelait le docteur Muriel Salmona, l'impact des violences sur la santé est énorme par les violences sexuelles. On considère donc que les professionnels de santé sont en première ligne. Et effectivement, on retrouve le fait que les professionnels de santé sont des interlocuteurs privilégiés pour les victimes. Les personnes répondantes ont parlé pour la première fois des violences sexuelles subies à un professionnel de santé dans 18% des cas. Heureusement, la majorité des réponses soulignent une attitude bienveillante. La psychanalyste qui m'a écoutée a accueilli ma parole dans sa dimension dramatique avec un courage exemplaire. Elle m'a soutenue dans mes doutes. J'en ai parlé à mon médecin généraliste. Elle m'a soutenue, je ne pouvais en parler à personne d'autre. L'infirmière de mon lycée m'a aidée à ouvrir les yeux, elle a mis des mots sur ce que j'ai vécu. Et malheureusement, 18% des personnes interrogées rapportent en revanche des réactions inappropriées, des réactions qui vont jusqu'à la culpabilisation de la victime et jusqu'au déni des violences. Dès que j'en ai parlé à ma thérapeute, il n'a plus été question que de la météo dans les séances suivantes, j'ai arrêté avec elle. J'en ai parlé à un généraliste qui m'a dit que c'était normal qu'un garçon de 16 ans joue au docteur avec une fillette de 8 ans. Plus de la moitié des personnes répondantes ont bénéficié d'un suivi médical
et psychologique suite à la révélation de ces violences. Et pourtant, on sait que demander des soins et accéder aux soins est difficile. Et comme le soulignent 62% des personnes dans cette étude, parce qu'évidemment, il faut être touché. Ça concerne aussi des gestes intrusifs, des manipulations. Et comme le rappelait le docteur Muriel Salmona, les soins dentaires, les soins gynécologiques et la kinésithérapie sont particulièrement mis en avant, particulièrement difficiles pour ces personnes. 98% des personnes qui ont eu un suivi médical ou psychologique ont eu une ou plusieurs psychothérapies. Elles débutent en moyenne 11 ans après les violences et avec 4 psychothérapeutes différents, toujours en moyenne. Malheureusement, les professionnels de santé sont décrits comme insuffisamment formés. Pour un tiers des personnes, il était impossible de trouver des professionnels formés et ça a été difficile pour la moitié des personnes interrogées. Alors ça concerne la formation, toutes les étapes en fait, de la prise en charge, l'information sur les troubles, le bon diagnostic, les médicaments qui vont être donnés, l'écoute par rapport à tout ça, la délivrance de certificats qui est encore aussi trop rare en fait, pour les personnes. Et ça aboutit à un retard de prise en charge très important, comme le rappelle cette personne. Si on m'avait expliqué que ces souffrances pouvaient être dues à un traumatisme et qu'on m'avait posé des questions avec bienveillance sur d'éventuels abus sexuels, je pense que j'aurais parlé. Et justement, qui pose la question des violences sexuelles? Qui pose la question de l'antécédent? On s'aperçoit que les professionnels de santé posent rarement la question des violences. Dans 79% des cas, c'est la victime qui évoque spontanément l'existence de violences sexuelles. Quand c'est le professionnel de santé qui pose la question des antécédents, c'est indifféremment un homme ou une femme, un gynécologue, un médecin généraliste, un psychiatre, un psychologue. En revanche, quand les victimes évoquent spontanément les violences, elles sont plutôt une majorité à s'être confiées à des femmes. On retrouve souvent cette tendance dans les réponses. Il est vrai qu'il est particulièrement difficile de se confier à des professionnels de santé masculins, notamment quand l'agresseur sexuel était un homme, et encore plus, évidemment, quand il s'agissait d'un agresseur professionnel de santé masculin, évidemment. Un quart des personnes répondantes rapportent, malgré la déclaration des violences, malgré la parole de ces violences, que ces violences subies n'ont jamais été prises en compte dans le suivi après, même quand elles nous en ont parlé. Ces violences passent au second plan par rapport à d'autres diagnostics, jusqu'au nier finalement l'impact que ces violences ont eu sur le parcours de la personne et sur son parcours de soins ensuite, avec des phrases assassines que les personnes ont pu entendre. Il faut savoir relativiser. Ça n'a rien à voir avec votre situation d'aujourd'hui. Pour le viol, le psychiatre a dit qu'il s'agissait plutôt d'un symptôme de mes troubles bipolaires. En d'autres termes, j'en étais responsable. Et qu'il ne s'agissait pas d'un viol, mais d'un comportement dangereux de ma part. En ce qui concerne les psychothérapies, 90% des personnes ont consulté dans le secteur privé et les psychologues sont plébiscités, donc dans 49% des cas. Et ça pose évidemment une question importante sur le remboursement et le coût des soins, qui a été un frein, qui a été parfois la raison de l'arrêt de thérapie pour ces personnes. Ça coûte très cher de trouver des réponses, rappelle une personne. Alors évidemment, il y a des consultations qui sont gratuites à l'hôpital, dans les centres médico-psychologiques, mais les délais de consultation sont longs et parfois les rendez-vous sont trop suffisamment rares. Les médicaments sont considérés comme anesthésiants et trop pourvoyeurs d'effets secondaires. Seuls 12,5% des personnes estiment que ces médicaments ont été efficaces en fait, dans leur suivi. Certaines personnes rappellent que ça peut être une béquille en fait, à certains moments de leur histoire, mais malheureusement les médicaments freinent la guérison et ont tendance à apporter des effets secondaires très handicapants. 16% des personnes interrogées ont été hospitalisées, donc parfois à plusieurs reprises, alors suite à une tentative de suicide, suite à des alcoolisations massives, des troubles addictifs, un état dépressif majeur. C'est un ressenti majoritairement très négatif qui en ressort, avec effectivement des récits de privation de visite, des privations de liberté, de privation de moyens de communication, des séjours en chambre d'isolement, pour 16% des cas, des contentions mécaniques. Je l'ai vécu comme une injustice, je suis enfermée et eux, les agresseurs, sont dehors. Et j'appellerai également que l'hôpital n'est pas considéré comme un lieu sécurisant pour les victimes. Dans 38% des cas, les personnes nous ont rapporté qu'elles ont été menacées et ou violentées par les soignants ou par les autres personnes hospitalisées avec elles. Alors, pour conclure, je voudrais vous parler des souhaits et des propositions des personnes interrogées quant à la prise en charge des personnes qui ont été victimes
de violences sexuelles. Le premier point unanime qui revient dans les réponses, c'est faciliter les démarches des victimes. Il est déjà suffisamment difficile de pouvoir accéder aux soins, mais il faut donc les aider, faciliter leurs démarches. C'est-à-dire informer, d'abord l'information sur les aides qu'elles peuvent avoir, sur ce qui leur arrive, sur les traitements qu'elles peuvent recevoir, sur la protection aussi qu'elles sont en droit de demander. La gratuité des soins, elle revient très très souvent dans les réponses, pour éviter d'arrêter de freiner une thérapie. La création de centres d'accueil dédiés, donc avec des professionnels formés, pour pas que les personnes courent après tous les professionnels, et des centres qui sont plutôt de proximité. Et puis enfin, protéger les victimes et respecter leur anonymat. Le deuxième point, c'est former les professionnels de santé. Et déjà, les former à croire, ne pas partir avec des a priori sur les victimes, ne pas renverser le poste de victime et le poste de coupable. Organiser des groupes de parole, laisser les personnes expertes, celles qui ont subi malheureusement des violences sexuelles, pouvoir s'exprimer entre elles et pouvoir échanger. Laisser du temps également. Alors, le temps de la guérison, ce n'est pas le temps médical, ce n'est pas le temps judiciaire non plus, donc laisser du temps à la personne. Et pourquoi pas lui laisser de l'espace aussi dans les centres d'accueil, des centres de repos, pour laisser enfin la personne respirer. Dernière chose, rompre le silence. Ça veut dire informer la population. Qu'est-ce que c'est qu'une victime? Qu'est-ce que c'est qu'un agresseur? Qu'est-ce qui est acceptable pour son corps? Qu'est-ce qui n'est pas acceptable? Et nommer les violences. Qu'est-ce que c'est qu'un viol? Qu'est-ce que c'est qu'un viol conjugal? Qu'est-ce que c'est qu'un abus sexuel, des attouchements sexuels? Je terminerai donc sur la parole d'une victime qui explique à quel point les violences peuvent prendre des formes multiples et qu'il faut absolument les nommer. Mais aussi expliquer à quel point n'importe quel genre de violence est grave et est impardonnable. Car les violences rongent tout entier, que l'on soit homme ou femme. Je vous remercie.